Ce podcast est sponsorisé par Cogence, cabinet de conseil expert en supply chain. Cogence optimise votre performance et votre résilience en plaçant le client final au cœur de chaque transformation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cogence-consulting.com. Toute organisation avait son responsable qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt un rôle pivot. Cette casquette RSE, elle n'est pas si simple. Pour certains, elle peut être vue comme un gentil organisateur du développement durable, alors que, comme vous venez de le dire, c'est une fonction qui est devenue hyper stratégique. Nous sommes parmi les rares logisticiens, je pense, à être propriétaires de nos bâtiments, concepteurs de nos bâtiments et exploitants de nos bâtiments. Donc quand on fait un choix pour 30 ans. En 2023, on a été lauréat du prix Agora Supply Chain. On est 100% recyclé, recyclable et 100% local. La transition écologique, elle ne passe que par l'action de tous les acteurs de la supply chain. Il y a des choses qui bougent beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu, notamment sur les consommations d'énergie, parce qu'on n'avait pas anticipé cette aide de l'intelligence artificielle, cette maîtrise de la data. Bienvenue dans Au cœur de la supply chain, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des défis des directeurs supply chain. Ils partageront ici leur retour d'expérience, ils vous parleront de leurs projets ambitieux, leurs idées pour demain, de leur vision du métier et aussi des obstacles qu'ils ont réussi à surmonter. Je suis Juliette Rial, consultante en supply chain depuis plus de 15 ans et fondatrice du cabinet de conseil Cogence. J'ai imaginé ce podcast comme un espace d'échange, de témoignages et de partage entre tous les professionnels de la supply chain. Bonne écoute! Bonjour Audrey, bienvenue sur le podcast Au cœur de la supply chain pour un épisode dédié au développement durable dans le secteur de la logistique. On va parler de l'évolution justement du développement durable dans la logistique sur les dernières années et puis revenir sur des mises en œuvre concrètes d'actions permettant d'améliorer les choses de ce point de vue-là. En intro, votre parcours, vous avez plus de 20 ans d'expérience sur les sujets qu'on a appelés qualité, sécurité, environnement, hygiène chez différents prestataires, ID Logistique, XPO, DHL, et vous êtes maintenant directrice développement durable pour la franchise FM Logistique. FM, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un prestataire logistique international et qui a pour ambition d'ici 2030 d'être le leader de la chaîne d'approvisionnement omnicanal et durable. Donc on va revenir un peu sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et surtout les évolutions que vous avez vues sur le développement durable ces 2 dernières décennies? Alors oui, 20 ans en logistique, 20 ans de QHSE, comme on le dit assez traditionnellement. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que finalement, sur les 20 dernières années, les sujets sont les mêmes, les thématiques sont les mêmes. On parle d'énergie, d'environnement, de déchets, on parle de qualité opérationnelle, de sécurité des collaborateurs. Donc c'est pas nécessairement les sujets, c'est plus la place qu'ils ont pris au sein des entreprises et même la fonction QHSE, la place qu'elle a pu prendre. Auparavant, je pense que c'était un métier un peu satellite, un mal nécessaire. Toute organisation avait son responsable qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt un rôle pivot, un rôle de chef d'orchestre pour animer les démarches, les programmes, les politiques, les stratégies. Voilà, tout ce qui fait vivre et tout ce qui projette l'entreprise avec une participation, une contribution beaucoup plus forte de tous les autres acteurs de l'entreprise. Donc on a un métier qui est aujourd'hui un métier en partenariat avec les opérations, avec les autres fonctions support. Donc c'est vraiment ça qui a changé dans le métier, je dirais, de QHSE au sein des entreprises sur les 20 dernières années. Ouais. Et ce partenariat, comment il fonctionne au quotidien? J'ai pu entendre dans un autre podcast avec Aurélien, qui est le directeur supply chain et RSE chez Estée Lauder. Cette casquette RSE, elle est pas si simple. Pour certains, elle peut être vue comme un gentil organisateur du développement durable, alors que, comme vous venez de le dire, c'est une fonction qui est devenue hyper stratégique. Comment au quotidien vous travaillez avec les différentes équipes et vous arrivez à animer tout le monde pour réussir à faire du développement durable? Alors je dirais que en fait ce sont les autres qui sont demandeurs, donc tous nos partenaires, toutes les nos clients, nos fournisseurs, mais également les autorités représentatives de l'État et tous ces tiers avec lesquels on travaille
ont des questions, des demandes. On légifère beaucoup aussi, hein, sur tous les aspects, RSE aujourd'hui et donc naturellement, mes collègues sont confrontés par leurs propres interlocuteurs à ces questions, à ces sujets et sont amenés à nous solliciter, nous la direction, développement durable pour, mieux comprendre, être armés, savoir quoi répondre et puis le partenariat, avec tous ces acteurs-là, en interne et en externe, c'est énormément de co-construction, de co-développement, de programmes, de solutions sur mesure et forcément, on garde notre casquette d'expert, même si on s'efface pour, les laisser acteurs, pleinement, des sujets et des projets. Forcément, voilà, ils nous sollicitent et on contribue, avec plaisir à toutes ces, nouvelles solutions, plus responsables, dans notre métier, au cœur de la supply chain. Ouais. Ça, j'imagine que ça a pas mal changé. Vous venez de dire qu'aujourd'hui, c'est les différents contributeurs qui sont demandeurs. Oui. Quand c'était un mal nécessaire, comme vous l'avez dit, c'était à vous de pousser, j'imagine, beaucoup plus. Oui, bien sûr. Ouais, Alors on courait plutôt avec, derrière nos interlocuteurs pour, ouais. voilà, pour, travailler avec nous sur les sujets. C'était quelque chose de, comment dire? Très structurant. La qualité, en tout Mmh. cas la les démarches qualité, c'est structurant et c'est pour ça aussi que les entreprises ont accueilli cette fonction, dans leurs organisations. Mais c'était plutôt, nous qui disions comment on allait opérer. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'eux viennent avec des besoins et nous, on réfléchit aux solutions avec eux. Donc ça, ça change complètement la façon de vivre son métier, même si voilà, les sujets sont les mêmes et qu'on les traite avec, toujours autant d'envie. OK. Voilà, ça change l'organisation quand même. Pour faire un petit focus sur la demande client, comment est-ce qu'elle a changé et quelle est la demande client, sur ces aspects-là aujourd'hui? Alors je pense que, la supply chain est en pleine, transformation puisque les modes de consommation aussi, évoluent et on a ces enjeux RSE, ces réglementations qui sont de plus en plus, présentes également et où chaque acteur doit répondre. Jusqu'à il y a pas très longtemps, chaque organisation était plutôt égocentrée sur, voilà, sur Mmh. ses propres, intrants et voilà pour faire, notamment ses bilans carbone, choses comme ça et maintenant, il y a vraiment cette notion de chaîne. Alors chaîne de la logistique, ça nous parlait bien évidemment, mais aussi, chaîne de la transition, avec chaque maillon qui impacte le maillon, d'après ou le maillon, d'avant. Notamment par exemple en termes de bilan carbone puisque, quand je fais mon bilan carbone et que j'étudie le scope 3, eh bien, ça tient compte de ce qui se passe avant moi, donc de ce qui se passe au sein des usines qui fabriquent les consommables que j'utilise. Ça tient compte des choix techniques de mes transporteurs, et cetera, et cetera. Donc, la chaîne, s'est mise, en action, notamment, voilà, pour ces enjeux, purement, RSE et forcément, eh bien, la co-construction est devenue, une évidence. Donc juste pour revenir sur les définitions, pour ceux qui ne Oui. savent pas, donc Alors scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, c'est, exclusivement l'électricité, que je consomme. Scope 2, ça va être, toutes les autres énergies, gaz, par exemple et puis, le scope 3, bah, c'est tout le reste. mmh, Donc, vous avez les déchets, les déplacements, voilà, tout ce qui les consommables, tout ce qui vraiment est, pas dans le scope 1 et pas dans le scope 2. Donc forcément, bah, ce que j'achète, je l'achète à quelqu'un. Le transport, que j'organise, je l'achète aussi à un transporteur, donc je suis impactée de leurs choix et moi, j'impacte les choix de mes clients, quand ils, me confient, leurs opérations. Oui, donc FM Logistique, vous êtes le scope 3 de vos clients. Exactement. Voilà, d'où l'importance pour eux, d'agir, enfin de co-construire avec vous, Pour pour, réduire leur réduire. impact, tout à OK, fait. super. J'ai lu que chez FM Logistique, vous avez pour objectif à 2030 la neutralité carbone, donc scope 1 et 2 et moins 30 sur votre scope, 3. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet objectif et puis sur les axes d'action que vous mettez en œuvre pour atteindre cet objectif? Alors, vous l'avez dit, notre ambition, c'est d'être référent de la supply chain omnicanal et durable. Ça, c'est l'ambition qu'on s'est donnée en construisant, notre nouvelle stratégie, donc Powering, 2030. Jusqu'à présent, jusqu'en, 2023, on avait une stratégie développement durable qui vivait en parallèle de notre stratégie, d'entreprise, de groupe. En 2023,
2021 quand, le programme, la stratégie Powering 2030 a été construite, ça a été l'occasion aussi de revoir ce schéma avec une stratégie qui vient en parallèle, un peu old school, hein, Ouais. du QHSE que je vous racontais juste avant. Et donc on a intégré au cœur de Powering 2030 la stratégie développement durable. Donc c'est un chantier à part entière de notre stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est le premier grand changement qu'on a fait et qui a fait du coup de cet objectif de neutralité carbone, scope 1 et 2, un engagement, un objectif de la stratégie au global de l'entreprise. La deuxième chose qu'on a, faite, c'est que notre précédente stratégie développement durable, c'était une stratégie d'experts, alors c'était la première, hein, on l'a faite, dès 2017. C'était une stratégie d'experts avec du vocabulaire d'experts, donc ça restait, chez les experts. Quand on a revu tout ça et qu'on a souhaité l'intégrer, dans la stratégie, du groupe, eh bien forcément il a fallu rendre les choses beaucoup plus faciles d'accès, travailler sur, la lisibilité, la visibilité aussi pour, nos partenaires et donc en fait on s'est dit: «Mais le développement durable c'est quoi?» Le développement durable, c'est finalement le juste équilibre entre, 3 aspects, les hommes avec un grand H, donc people, la planète, l'environnement et puis, ce partenariat, la profitabilité, de nos activités. C'est un triangle, isocèle, vous tirez une pointe et l'équilibre est rompu. Donc, ça veut dire que, quand on a construit cette stratégie, on l'a construite avec 3 volets, qui sont la définition même du développement durable, people, planet, partners, et avec un verbe d'action pour engager tous nos acteurs, au niveau de l'entreprise et donc on a Act for the people, Act for the planet et Act with partners. Donc ça, c'est la stratégie, développement durable qui va nous permettre, notamment sur l'aspect, planète bien sûr, d'atteindre ces objectifs de neutralité carbone avec un mantra qui est, celui de consommer moins, consommer mieux. C'est clair, c'est un bel objectif, ambitieux j'imagine, mais c'est là aussi où on voit, vous avez dit, ça a intégré la stratégie globale de l'entreprise, ça devient un axe différenciant, ça fait partie intégrante, du business model et de la proposition de valeur, auprès de vos clients. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez nouveau. Oui, je pense que, ce qui fait aussi la singularité de l'entreprise, c'est que nous sommes parmi les rares logisticiens, je pense, à être propriétaires de nos bâtiments, concepteurs de nos bâtiments et exploitants de nos bâtiments. Donc quand on fait un choix, on fait un choix pour 30 ans. C'est à Mmh. peu près la durée de vie, d'un bâtiment. Ce qui est intéressant aussi comme chiffre, parce qu'on l'a pas forcément en tête, c'est que sur les émissions, d'un bâtiment, sur une vie de 30 ans, 68 des émissions ont lieu à la construction, à la conception. Donc ce qui veut dire qu'il faut être, vraiment, le plus affûté et le plus responsable aussi, dès la conception de nos bâtiments, ce qu'on peut faire grâce à notre entité NG Concept. Alors que l'exploitation, c'est 1 par an, donc pendant 30 ans, donc 30 et puis il nous reste 2 petits pourcents qui sont le démantèlement, la déconstruction, d'une plateforme. Donc on a, de gros enjeux, c'est pour ça que ce sont des enjeux groupes, au niveau de l'éco-conception, de nos bâtiments. On suit pour cela une démarche qui s'appelle, l'approche, Négawatt, qui fonctionne, par, paliers. Le premier palier, c'est la sobriété, de nos bâtiments et c'est là où, le choix des matériaux, le fait de s'approvisionner localement pour réduire, aussi l'impact, transport, d'avoir des choix techniques du paramétrage, additionnel de nos, comment dire? De nos centrales, de gestion des bâtiments devient indispensable. La deuxième étape après, la sobriété, c'est l'efficience. Donc là, c'est l'usage au quotidien, encore une fois, le bon réglage, l'utilisation aussi, de l'intelligence artificielle, pour, prédire, les changements de météo, pour, apprendre de l'usage, des équipes, voilà, de ce qui se fait de jour, de nuit, de la présence, des collaborateurs et la troisième marche de Négawatt, c'est l'alternative. Donc c'est choisir une autre façon de consommer et notamment sur l'électricité. Donc depuis déjà, quelques années, on achète 100 d'électricité verte.
Et un peu moins longtemps, on installe du photovoltaïque, sur, nos plateformes. Donc c'est, inhérent à toutes nos nouvelles plateformes, que ce soit, en toiture, au sol ou en ombrière. Et aujourd'hui, en 2025, on produit, 3 mégawatts crête, d'électricité. Donc ça fait un beau champ de panneaux photovoltaïques, au global de nos plateformes, France. Ça vous permet pas d'être autonome? Ça nous permet Non, pas pas du tout encore. d'être autonome, mais en revanche, on dimensionne ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire tout ce qu'on produit, on le consomme. On évite au maximum de réinjecter, parce que Mmh. voilà, ça fait aussi beaucoup de construction, beaucoup d'impact, Mmh. pour, peu d'intérêt à l'échelle de notre activité. Donc une fois qu'on a fait la sobriété, l'efficience et l'alternative, il restera un petit talon et effectivement, il faudra travailler sur ce petit talon, peut-être avec de la compensation, carbone pour atteindre, la neutralité. Mais, en matière d'énergie, sur les 3 dernières années, on a réussi à réduire dans l'exploitation de nos bâtiments, de 25 nos consommations, d'énergie. Donc, on est bien engagé pour cette neutralité. Comme, vous le savez, l'objectif du podcast, c'est de revenir sur des retours assez concrets. Donc là, on vient de faire, finalement l'axe, planète et la neutralité, comment aller vers la neutralité carbone de vos implantations, logistiques. Juste pour revenir sur un point que vous avez mentionné, parce qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, quid de l'apport de l'IA et comment est-ce que l'IA va aussi aider sur cet axe, développement durable? Vous avez parlé de l'IA pour, une meilleure, maîtrise, de la consommation d'énergie. Concrètement, comment ça fonctionne, dans les entrepôts? Alors, dans les entrepôts, dorénavant, on a ce qu'on appelle des gestions techniques, centralisées, donc qui est un peu comme un gros ordinateur de bord, pour, piloter, nos consommations, pour le chauffage, pour l'éclairage, pour, la production de froid quand on a des températures, dirigées, dans nos cellules. Et en fait, l'intelligence artificielle va apprendre des équipements et puis de nos usages, pour, éviter de, surconsommer. Concrètement, par exemple, si, dans une cellule, je donne une température de consigne, je lui dis: «Voilà, je veux 18 degrés». Si je mets pas de pilotage intelligent, dès que je vais être à 17,9, hop, il va se remettre à chauffer. Dès que je vais être à 18,1, hop, il va se mettre à refroidir. Si j'ai un pilotage intelligent, le système tient compte de l'inertie. Il se dit: «Alors je suis capable en moins de X minutes de descendre de 0,2 et donc de revenir à une norme». J'ai anticipé la météo. Je sais que, aujourd'hui ça va être une journée, très chaude, donc j'ai peut-être, refroidi davantage, mon ambiance, générale. Et en fait, l'intelligence artificielle nous aide. Elle a ce côté un peu prédictif. Elle nous observe et elle apprend de la façon dont on consomme. Et puis elle a ce côté un peu prédictif, des consommations, à venir. Et ça, c'est notamment, avec un de nos partenaires qui s'appelle Be Bright, qu'on, s'initie. Alors on est au début, hein, de ces technologies, donc Be Bright apprend avec nous et nous avec eux, mais c'est effectivement un vrai levier pour, de l'efficience, en temps réel de nos activités et de la partie, consommation. Pour poursuivre sur l'IA, je vous propose qu'on revienne sur l'initiative d'amélioration des conditions de travail grâce à l'IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le projet, les objectifs, comment vous avez mis tout ça en place? Oui, alors je vous ai dit, le développement durable, c'est People, Planet, Partners. Donc on va commencer, du coup sur ce sujet, People, qui est notre premier pilier. En 2021, on a construit un programme qui s'appelle le programme BEST, bien-être, santé et sécurité au travail. 2021, on n'était pas encore tout à fait sorti du Covid, mais voilà, ça allait quand même mieux. Et on avait besoin de relancer une dynamique autour, du bien-être, de la santé et de la sécurité des collaborateurs. Ce programme, il s'est construit autour de ce qu'on appelle 5 balises d'action. Donc en fait, on se dit qu'à chaque fois qu'on a une idée, qu'on a une initiative, elle doit bien se ranger dans un tiroir. Un des 5 tiroirs de cette commode, on a déployé 2 solutions technologiques, et techniques qui, nous aident à améliorer les conditions de travail, améliorer l'ergonomie, au sein de nos activités. La première solution, c'est, Sauteur Coach. Donc c'est un petit boîtier que vous pouvez positionner, au niveau du bras ou au niveau de la nuque, qui est individuel. Voilà, je démarre mon poste le matin, je positionne le petit boîtier et tout au long de la journée, il va détecter,
les postures, à risque, les postures contraignantes et il va me renvoyer un signal. Alors un petit signal sonore ou une petite vibration et en fait, je vais naturellement, corriger mes postures. Alors je corrige pas, mais finalement on corrige et ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, les gens, réduisent de 30 les postures, à risque et ce, sans qu'on leur ait dit quoi faire. Voilà, donc ça les rend acteurs de leur propre santé. Donc ça, c'est la première solution, qu'on a travaillé avec Sauter et la deuxième solution, ça s'appelle Sauter Task. Là, c'est, de la motion capture, donc on vient, filmer une situation de travail et l'intelligence, artificielle va, de la même façon, diagnostiquer, les postures, donc la sollicitation musculaire et les angles articulaires, pour, nous restituer un rapport. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet de comparer des situations. Je peux faire un avant-après, j'avais une première situation, j'ai changé quelque chose, je regarde si c'est bénéfique. Ou alors, je suis en pleine phase de conception et je ne sais pas quelle est la meilleure situation, le meilleur agencement. Eh bien, je vais mettre en place les deux solutions et comparer. Et ça va du coup aiguiller de manière qualitative et quantitative mon choix, ma prise de décision. Et donc, on peut, grâce à ces solutions Sauter Coach et Sauter Task, travailler sur l'humain, sur les équipes et travailler aussi sur les organisations plus techniques, l'agencement des postes de travail pour améliorer au global les conditions de travail, l'ergonomie pour nos collaborateurs. Mmh. Concrètement, Sauter Task, du coup, ça veut dire que on va dans l'entrepôt, on filme l'ensemble des postes de travail et l'IA, l'outil va nous dire: «Attention, ce poste, je sais pas, la chaise, il faut la reculer, la hauteur de l'écran», ce genre de choses? Alors en fait, l'outil va vous dire, bah, voilà, vous sollicitez, trop, les bras en hauteur, vous sollicitez trop, telle, articulation, et donc en comparaison d'une autre situation, si vous mettez par exemple l'imprimante un peu moins en haut, un peu plus près de vous, en fonction donc de la situation et de l'agencement, eh bien vous allez avoir une situation qui est plus favorable que l'autre. L'intelligence artificielle en fait, de par les vidéos, la capture va diagnostiquer la sollicitation musculaire et la sollicitation, articulaire. OK. Et comment, ça a été accueilli tout ça par les équipes? Parce Alors qu'évidemment, c'est pour leur bien-être. Néanmoins, avoir un boîtier, est-ce que les gens acceptent, ou on a alors un les gens petit acceptent blocage? assez facilement. Ce qu'on a observé déjà depuis quelques années quand on avait travaillé sur les exosquelettes notamment, c'est la curiosité des collaborateurs sur les technologies. Il y a très peu de méfiance, il y a même un peu d'appétence. On aime bien être celui qui a essayé, le nouveau Mmh. truc, de la dame de la qualité qu'elle a ramené. Donc on a un accueil qui est plutôt très positif. Ce qui joue aussi en notre faveur, c'est l'engagement, en local par les managers de proximité qui sont directement acteurs du changement. Quand on implémente, par exemple, ces petits boîtiers Sauter Coach, notre ergonome, puisqu'on a un ergonome du travail au sein de l'équipe, ne peut pas être sur toutes les plateformes en même temps. Donc il y a forcément un relais qui se fait avec le manager et en fait, le manager va, hem, les amener aussi à jouer le jeu. «Alors, ça a donné quoi aujourd'hui? Tu as fait combien? Tu en es où? Ah bah tiens, hier, j'ai vu que tu avais pas pris ton boîtier, comment ça se fait?» Voilà, il fait ce lien, je pense que sans lui, voilà, nos actions n'auraient, pas le même impact, voire ne pourraient pas, s'inscrire dans la durée. Donc pas trop de freins de la part des collaborateurs et le fait que, ils soient, eux-mêmes acteurs du changement, change toute l'approche. Je pense qu'on est, sur des modèles qui sont beaucoup plus, participatifs, que ce que l'on a pu avoir, auparavant où on avait, de l'ingénierie, des méthodes, des process qui décidaient de tout en haut et puis nous on avait, juste à implémenter, tout en bas. Ça c'est fini. Je pense qu'on est vraiment sur des modèles, collaboratifs de l'intelligence collective aussi sur ces aspects, de d'amélioration des conditions de travail. Oui. Et puis ça
Dans la vie perso aussi, ces sujets-là, ils ont évolué. Il y a un nombre de gens incroyables qui ont les bracelets pour dire le nombre de pas. Enfin, c'est un peu le même genre de techno, pour ton bien-être, il faut que tu marches. Attention, tu as pas assez marché aujourd'hui. Là, pour ton bien-être, il faut que tu te tiennes plus droit ou je sais quoi comme posture. Oui, c'est pour ça Ça que, va ensemble. comme la technologie est inscrite maintenant, dans notre quotidien, dans notre cuisine, dans Mmh. notre salon, dans notre voiture, la peur de cette technologie qui vous conseille, qui vous dit que tu es un peu trop près de la ligne blanche, que et Mmh. cetera, finalement ou de la voiture de devant, finalement, on n'a plus cette peur-là. Alors ça ne veut pas dire que des fois ça nous agace pas, cette Mmh petite mh. voix qui nous dit Oui. qu'on est trop près, mais les collaborateurs n'ont pas la peur de la technologie. Et même une certaine curiosité, comme, voilà, comme, dès qu'on a un nouveau smartphone ou une nouvelle, montre connectée. OK. Super, hyper intéressant. On peut passer au deuxième pilier, même si on en a pas mal déjà parlé, de la neutralité carbone grâce à l'approche négawatt. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas évoqués sur ce sujet-là, sur lesquels vous voulez revenir? Alors oui, il y a un autre point qui est très important aussi pour notre neutralité carbone, c'est, les Oui. véhicules, de société. Alors on a très peu de camions, donc c'est pas trop un enjeu pour nous. Le parc de nos prestataires, de nos transporteurs est un enjeu et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec eux. Aujourd'hui, sur notre parc de véhicules, donc poids lourds, 100 de notre parc roule, à l'oléo 100, donc un carburant, bio, naturel, avec qui a, des un impact sur l'environnement, beaucoup plus, faible, bien sûr. Mais le gros changement, ce sont, les véhicules légers, les voitures de société. Aujourd'hui, on a un catalogue de véhicules. Sur ce catalogue de véhicules, plus aucun véhicule est 100 thermique. Donc, voilà, fini le diesel déjà depuis quelques années et même fini, le 100 essence. On a uniquement 1 ou 2 véhicules en fonction des catégories qui est hybride, rechargeable et tout le reste, c'est du véhicule électrique. On facilite, l'utilisation, des véhicules, électriques grâce, à notre parc aussi de bornes de recharge sur nos sites logistiques. De la même façon qu'on déploie du photovoltaïque, on déploie des bornes de recharge et on accompagne les collaborateurs qui sont, équipés de véhicules de société avec des bornes à domicile. Aujourd'hui, on a, des technologies de voitures qui nous permettent de faire, assez facilement, 450-500 kilomètres, même sur autoroute, avec un plein d'électricité, avec les batteries chargées. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de, notable parce que je pense qu'il y a 3 ans, si vous m'aviez dit, que les gens allaient, et c'est la réalité du chiffre aujourd'hui, à 70 choisir au renouvellement de leur véhicule un véhicule électrique, je vous aurais dit: «Pas possible». Les gens ont trop peur, du temps d'arrêt sur l'autoroute pour se recharger et en fait, on conduit différemment. On apprend à conduire avec, des véhicules, électriques. On fait des pauses et ça, c'est bon pour la sécurité aussi. Et puis on a des véhicules qui sont de plus en plus intelligents et qui, nous aiguillent pour, faire le plein de carburant, électrique au bon moment. Donc ça, c'est un vrai chantier parce qu'installer, changer notre gamme, c'était déjà un gros travail et puis installer des bornes de recharge sur l'ensemble de nos sites, c'est aussi un investissement, fort pour les véhicules de société, mais aussi pour les véhicules des collaborateurs qui peuvent, souscrire, du coup recharger leur véhicule personnel, sur nos bornes. Mmh. Ça représente beaucoup sur l'impact global, la partie véhicule, de Alors oui, société? ça représente beaucoup parce qu'effectivement on a quand même, alors l'entreprise en France, c'est 6 000 collaborateurs. Dans ces 6 000 collaborateurs, on a un siège, et des équipes, mobiles ou mobilisables sur les sites, qui amènent à peu près à un peu plus de 200, véhicules. Donc c'est une flotte qui n'est pas neutre et puis on a aussi nos véhicules de service qui permettent à nos équipes de se déplacer d'un site à l'autre pour une réunion, pour une formation, pour contribuer ou aider, des sites qui devraient faire face à des volumes, par exemple, non planifiés. Cette flotte de véhicules, c'est quand même une part importante, de notre scope, 1 quand on est, sur le carburant qu'on consomme. Voilà pourquoi c'est une action forte pour nous. Au global, de toutes les actions que vous pouvez mener pour aller vers cette neutralité carbone, quelles sont les ou la plus grosse difficulté que vous rencontrez, le frein, ce qui empêche d'avancer aussi vite que vous le souhaiteriez?
Alors, autant je disais sur la technologie, il y a peut-être une appétence, une curiosité qui font que les gens vont plus facilement, sur en revanche le bâtiment, les usages, l'éclairage, on a moins de recul sur les changements. Un mauvais choix peut impacter, de manière, sensible, nos activités. Donc c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus frileux et puis surtout, c'est le coût des investissements. Faire face, à tous les changements réglementaires, être conforme à toutes les réglementations, ça c'est déjà, un gros engagement, de l'entreprise, notamment sur l'aspect, financier. Donc passer ces engagements réglementaires, il faut encore retrouver, de la ressource pour, s'engager sur, des actions, plus volontaires et notamment cette, neutralité carbone. Ouais, il y a un vrai enjeu, enfin et on le voit partout entre, la volonté d'aller vers cette neutralité et la réalité économique des choses, pour garder des business pérennes Tout à et fait, voilà, compétitifs sur leur marché. c'est l'équilibre. Voilà, qui est loin d'être facile. Hem Et enfin le dernier pilier donc partners, la coopération avec vos clients pour, comme on disait tout à l'heure, les aider à réduire, améliorer leur scope 3. Depuis que j'ai lancé le podcast, je pense qu'il y a pas un épisode sans que quelqu'un me dise que la relation fournisseur, alors certes en parlant plutôt des fournisseurs de matières premières et produits, mais aussi des prestataires, logistiques et transports, est hyper importante et un levier pour l'agilité en particulier, mais c'est aussi un levier, développement durable, pour agir, sur le développement durable. Concrètement, ça veut dire quoi, mieux coopérer avec vos clients, sur les exigences, des différents scopes? Alors je pense que ça veut dire 2 choses. La première chose, c'est, d'avoir une écoute, très active sur, leurs propres besoins, leurs propres enjeux, les objectifs qu'ils se sont, fixés pour être à même de contribuer à ces objectifs en fonction, des clients, même si on a tous, ces mêmes objectifs de neutralité et de réduire l'impact. En revanche, on n'a pas forcément les mêmes leviers. Donc il faut être capable, d'entendre et de comprendre quels sont les leviers que le client a retenus et comment nous, on peut contribuer. Donc ça, c'est le 1er aspect qui me paraît, indispensable, l'écoute active et le 2e aspect, c'est aussi, d'être force de proposition en disant: J'ai vu ça, chez pour un autre client, on a fait ça, on a étudié ça», voilà et d'être, capable de remettre sur la table des sujets que peut-être que le client, lui, avait, évincés, mis de côté parce qu'il voyait pas de réalité, il savait pas comment faire, il n'avait pas quantifié le réel impact. Donc c'est un équilibre entre répondre aux besoins et aux attentes qui sont, formulées, plus ou moins, consciemment, par nos clients et pousser aussi des sujets, sur, ce qui se fait, sur le marché, ce qui se fait, avec d'autres clients, d'autres partenaires et puis les solutions peut-être, un peu plus, innovantes qu'on a pu repérer, être capable de proposer à des clients, des projets, pour, faire grandir aussi des startups et travailler sur des choses, moins standards, en tout cas moins, visibles, sur le marché. Donc ça, c'est 2 parties qui sont, indispensables pour ensuite avoir une discussion de co-construction. Donc il faut écouter et proposer et là, on peut construire. Le partenariat, c'est ça aussi, c'est faire des choses, ensemble. La relation client-fournisseur, c'est une relation où, on est tous acteurs, du changement et donc de la transition, notamment, environnementale. Mmh. Avec qui vous travaillez, chez les clients? C'est les directeurs supply chain, les directeurs RSE, les achats sont impliqués? Alors, Comment je ça pense que ça fonctionne? dépend des cas de figure. Le premier interlocuteur, c'est forcément, les gens du métier, les gens des opérations. Donc soit, ceux qui sont au quotidien, en contact avec nous, pour le bon fonctionnement des activités, soit effectivement, plutôt les responsables ou directeurs supply chain. Et puis quand le projet, commence à être un peu palpable, là, on va, élargir, le cercle, Mmh. des interlocuteurs et on va pouvoir s'adresser au service achat, aussi à de l'ingénierie, parfois à du marketing, parce que notamment quand on parle de consommables, ça a forcément un impact fort, sur, le consommateur, l'utilisateur, final. Donc suivant les sujets, le cercle est plus ou moins riche, mais il y a toujours cette première étape qui est les opérations, puis, les interlocuteurs supply chain et ensuite les fonctions support. Mais de la même façon chez nous, le premier interlocuteur, ce n'est pas moi, le premier interlocuteur,
Ce sont les opérations, la relation client, elle est portée, principalement, par le directeur de plateforme, ses directeurs d'activité, pour, justement avoir, une oreille, permanente, aux besoins et aux attentes de nos clients. Donc tout ça, ce que j'entends, c'est que finalement, ça se fait au fil de l'eau, d'un contrat qui court et il y a des actions qui sont mises en place et des nouveaux sujets qui arrivent. Est-ce qu'à l'initialisation d'un contrat, dans le cahier des charges, il y a une demande forte d'un point de vue, engagement, sur ces sujets-là? Non, je pense que, ça avait enfin la culture, autour de ces enjeux, environnementaux et sociétaux enfin, s'est diffusé, partout et à toutes les strates, des organisations. Je pense qu'il n'existe pas un cahier des charges, sans sujet, voire sans indicateur RSE associé. De plus en plus de demandes sur des certifications, RSE pour reconnaître, valoriser les engagements et les résultats des entreprises. Nous-mêmes, on est EcoVadis Gold, depuis de nombreuses années. Donc ça fait partie des certifications qui sont demandées. D'autres certifications, également avec la plateforme CEDEX, par exemple, ou Bicorp. Donc ça, ce sont des choses qui sont régulièrement, demandées. Et puis après, on a ceux qui ont encore une maturité un peu plus, prononcée et qui vont concrètement sur des engagements chiffrés, intégrés, au cahier des charges, de la même façon qu'on demande, je ne sais pas moi, un taux de fiabilité à 98%. Eh bien, on va demander, un taux, de recyclage, des déchets. On va demander, des économies d'énergie. Ça c'est nouveau, ça apparaît, mais de manière de plus en plus chiffrée, dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges, et c'est ce qui nous amène aussi, à travailler, de concert avec les interlocuteurs, clients. Donc vous avez ça au démarrage d'un dossier, vous avez ça au renouvellement et puis après vous avez, la vie au quotidien comme je vous l'ai indiqué juste avant. Aujourd'hui, dans le pilotage de la relation client, prestataire, au même titre qu'on a des indicateurs de taux de service et cetera, désormais, on voit de plus en plus apparaître, des indicateurs, RSE qui Oui. sont pilotés et donc avec des plans d'action et qui génèrent, des coopérations, dont on vient de parler. Tout à fait, sur des enjeux, environnementaux parce que c'est ce dont on parle le plus, mais également sur des enjeux, sociétaux, avec des partenariats, des actions communes, pour, de l'insertion, par exemple, pour, des initiatives, de seconde chance, auprès de jeunes ou de personnes éloignées de l'emploi. Donc il y a, le spectre est assez large en fait des initiatives, c'est beaucoup tiré par l'environnement, mais pas exclusivement. OK. Vous avez quelques exemples d'actions, concrètes qui ont été mises en place avec vos clients sur l'un ou l'autre des entrepôts? Oui, alors une action, avec notre client Colgate, puisqu'en 2023, on a été, lauréat du prix, Agora Supply Chain pour, une solution de display, donc ces meubles promotionnels que vous voyez dans les supermarchés. On a co-conçu avec Colgate, un display qui est, standardisé, mais qui néanmoins accueille, de la différenciation, produit, donc sur le fronton, sur les côtés, qui est, 100 carton, donc recyclé et recyclable, qui est fabriqué, sur site dans la confection des barquettes, on ne transporte pas du vide et puis on s'approvisionne auprès de notre fournisseur de carton qui est à moins de 40 kilomètres, du site. Donc on est, 100 recyclé, recyclable et 100 local. Ça a eu, un impact forcément environnemental, très important pour nous, et pour le client et ça c'est un vrai, projet de partenariat et puis, une fois qu'on a, ce beau produit et bien on est capable aussi de le décliner, chez d'autres clients ou avec d'autres spécificités et ça ça permet de nourrir les discussions avec d'autres clients. Ouais, ouais, ça donne d'autres idées et puis ça étoffe un savoir-faire, j'imagine. Ce que je retiens de tout ça, c'est, la technologie et l'IA dont on a parlé, un intérêt pour le développement durable et fait moins peur, en tout cas pour la partie, humaine et les équipes, adoptent cette technologie pour leur bien-être et l'implication des clients et la demande client fait que tout ça fonctionne aujourd'hui et que c'est possible d'investir, même s'il y a toujours cette balance économie,
économique, développement durable à maintenir, mais c'est ce qui permet d'avancer, plus concrètement au-delà des réglementations qui sont une contrainte, qui fait avancer les choses. En introduction, on a parlé de l'évolution du développement durable sur les 20 dernières années. Si on se projette un peu à l'avenir, comment vous voyez l'évolution du développement durable dans le secteur de la logistique et dans les supply chains en général pour les années à venir? Alors, début juillet, il y avait le sommet, Objectifs décarbonation organisé par le ministère, de l'écologie, du développement durable, de l'économie et des finances et je retiens un message qui a été, martelé à chaque, table ronde, c'est le fait que, la transition écologique, elle ne passe que par l'action de tous les acteurs de la supply chain. Forcément, nous, on fait partie des gros faiseurs, donc on voit les choses, peut-être plus en amont. On est acteur plus rapidement, on rentre dans cette transition et puis ça fait partie de l'ADN de l'entreprise et ce qui va changer, c'est que, bah, tous ces maillons vont se mettre en action. Lors de la table des différentes tables rondes, on a vu, aussi, les communautés de communes, les villes, parce que la logistique, c'était excentré, mais ça se rapproche aussi des centres-villes, que la distribution, de ces colis, voilà, ces trajets du dernier kilomètre, ça rentre dans nos villes. On a vu aussi des interlocuteurs des ports discuter. Donc ça montre bien, que ce n'est plus, exclusivement le sujet du logisticien, le sujet du transporteur, mais qu'il y a, cet écosystème de la supply chain qui se met en action et voilà, l'avenir, c'est ça, c'est de réussir à ce que chaque maillon contribue, et de manière, coordonnée pour un objectif, commun. Ouais. Et cette coordination, comment, comment elle se concrétise et comment vous l'imaginez? Parce que, évidemment, on se dit, le la somme des optimums locaux ne fait pas l'optimum global, donc il faut, pas uniquement que chacun soit bon sur son périmètre, mais qu'au global, il y ait une cohérence. Néanmoins, chaque entreprise est indépendante, chaque entreprise a ses objectifs, il y a toujours un peu de confidentialité. Comment, faire accoucher, en fait, de cette coopération réelle entre les différents acteurs? Alors, il y a les objectifs de la COP 21, Ouais. qui, nous ont quand même tous engagés, donc je pense que les objectifs communs, on les a. Vous avez raison, la somme des contributions ne fait pas forcément la contribution, au global. Hem Mais je pense que, il y a des choses qui bougent beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu, notamment sur les consommations, d'énergie, parce qu'on n'avait pas, anticipé, cette aide de l'intelligence artificielle, cette maîtrise de la data, qui était beaucoup moins prononcée, il y a quelque temps. Donc je pense que ça fait accélérer énormément les choses. Il y a l'aspect, contrainte réglementaire qui, contraint aussi à certains choix, de technologie et ça va contribuer, à atteindre l'objectif, au global et puis, cette chaîne, bah, elle se parle, de plus en plus et elle s'écoute aussi, voilà, de plus en plus. On s'écoute les uns les autres donc je pense que les objectifs, beaucoup de grands groupes ont pris des objectifs très ambitieux. Certains vont les atteindre beaucoup plus rapidement que ce qu'ils avaient prévu et ça va aussi engager une dynamique. Il y aura une espèce d'inertie positive, à l'action et donc à l'atteinte des objectifs. Alors tout n'est pas rose, il y aura quelques embûches, c'est certain, mais je pense que, dans le métier, on est plutôt, positif par rapport à ces réalisations-là. Alors nous, on fonctionne plutôt à une échelle, France, parfois à une échelle européenne. Donc il va falloir que les autres continents, aient la même dynamique, voilà, ça c'était, une autre histoire ou un autre podcast. Oui, c'est sûr et c'est intéressant. J'ai reçu sur le podcast Mélanie Augier qui était chez XPO. On en parlait rapidement avant l'enregistrement il y a une vingtaine d'années sur un sujet développement durable en tant que stagiaire et qui avait imaginé il y a 20 ans, un peu naïvement que ça irait beaucoup plus vite que ça ne l'a été finalement. Heu, ce que j'entends, ce qui est plutôt positif, c'est que au-delà, de l'urgence qui est connue et qui fait aussi accélérer les choses, la technologie et l'IA en particulier devraient permettre d'aller plus vite et d'accélérer, dans les prochaines années par rapport, au temps long qu'on a pu avoir sur les 20 ou 30 dernières années, alors que le sujet était déjà là.
Oui, tout à fait. Et puis il y a une prise de conscience, globale de tous les citoyens qui impacte aussi les modes de consommation. Donc ça va contribuer à changer encore une Mmh. fois nos façons de travailler, mais sans doute pour un impact positif, sur, les aspects, climatiques, notamment. Mmh. OK, merci beaucoup et pour finir, les petites questions rapides, assez systématiques de la fin. Quel est votre toc professionnel, la chose que vous ne pouvez vous empêcher de remarquer ou de vérifier dans un entrepôt, une usine, un magasin? Alors les étiquettes. En fait, je regarde systématiquement les étiquettes d'expédition, même quand je reçois un colis chez moi, et je me demande si c'est un entrepôt que je connais. Donc voilà, j'ai toujours plaisir à me dire: «Ah celui-là je le connais, j'y suis déjà allée», ou «Celui-là je l'ai vu sur l'autoroute» ou «J'en ai entendu parler». Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de lire les étiquettes d'expédition. Ouais, c'est quand on connaît tous les entrepôts, j'imagine pas, mais un certain nombre, il y a une histoire derrière l'étiquette. Exactement, une anecdote Ouais souvent. et qu'est-ce qu'on ne voit pas selon vous dans les tableaux de bord, mais qui change tout dans la vraie vie? Ce qui change dans la vraie vie, c'est l'envie, l'implication, l'engagement, l'effort aussi, des équipes. Parfois, il faut le même effort, pour faire 95 d'un objectif et pour faire les 5 restants et c'est vrai que les tableaux de bord, sont très factuels, et ne mettent pas forcément, en relief, l'engagement des équipes et sur ces sujets, de développement durable, l'engagement, la vision, l'implication sont, des leviers, sont peut-être les leviers finalement principaux, du changement. Mmh, oui, bah, vous êtes, pas la première à à répondre à cette question. Si vous pouviez changer une seule chose dans le fonctionnement des supply chains mondiales, si vous aviez une baguette magique, vous Alors feriez si quoi? j'avais une baguette magique, j'essaierais de pousser à ce qu'on légifère à l'échelle, internationale sur le ralentissement des flux. Aujourd'hui, on considère comme la norme d'être, livré, chez soi, le lendemain d'un colis qui vient parfois de l'autre bout du monde, donc peut-être sous 2 3 jours, alors que, en fait, l'urgence, le besoin bien sûr, il y a des besoins urgents, immédiats, c'est pas la norme. Ça c'est l'exception et en fait, on a fait de l'exception la nouvelle norme. Donc j'aimerais qu'on légifère pour, ralentir les flux, pour que, voilà, à recevoir, dans un relais colis, à proximité de mon domicile sous 5 jours soit, la norme et que je fasse contribuer, le consommateur, pour les besoins exceptionnels, le fait d'avoir, quelque chose dès le lendemain et chez moi parce que je peux pas me déplacer ou parce que c'est encombrant. Ça permettra aussi de rétablir, des conditions de travail parfois, dégradées, pour, ces fameux, transporteurs du dernier kilomètre. Ça, réduira forcément l'impact, la massification réduira forcément l'impact sur l'environnement et puis ça nous ramènera peut-être un peu dans nos centres-villes, parce que si je vais, chercher mon colis, chez, l'épicier, chez mon boulanger ou à la supérette, et bien voilà, je vais retourner dans les magasins et je vais faire vivre de nouveau nos centres-villes qui sont parfois un peu, déserts. Ouais. Une question, je rebondis sur votre réponse. Il y a un point de vue qui est de dire aussi, comment peut-on éduquer le client pour que, il fasse un choix éclairé entre la livraison de demain, qui parfois, le client se dit: «C'est urgent», alors qu'en réalité ça ne l'est pas vraiment et parfois il y a pas le choix. Si on regarde, Amazon, pour pas les citer, il y a plus que cette option quasiment. Est-ce qu'il y a pas aussi une question de donner plus de choix au client et l'éduquer sur l'impact, de son choix? Oui, tout à fait. Alors ça c'est une charte, du ministère, de l'environnement, donc la charte, e-commerce. On est signataire, on a reconduit notre engagement, cette année d'ailleurs, et ça fait partie, des 4 axes forts de cette charte, e-commerce, que, d'éduquer, sans côté moralisateur, hein, mais plutôt de renseigner, d'avoir de la pédagogie auprès des consommateurs finaux, pour, les aiguiller de manière éclairée, vous l'avez très bien dit, sur leur choix de aussi d'emballage. Par exemple, les emballages, réutilisables, si je aujourd'hui, il y a une initiative notamment avec Relais Colis, je peux très bien, me faire livrer dans un emballage, réutilisable. J'arrive, au meuble, au corner, Relais Colis ou chez un partenaire. Je prends, les articles dont j'avais besoin et je rends immédiatement, l'emballage
emballage qui va être réutilisé, qui peut être réutilisé une cinquantaine de fois. Et ça, ça passe forcément par de l'information, puisque le client, l'utilisateur final, il ne sait pas forcément que ça existe. Peut-être qu'il faut aussi le challenger en disant tu peux gagner un point de fidélité, voilà, ou tu auras, je ne sais pas, une réduction d'1 € sur la prochaine commande. Voilà, je pense que tout ça, c'est en bonne voie puisque ça fait partie des engagements de cette charte e-commerce et on est de plus en plus nombreux à l'avoir signée. Et ça va contribuer à cet effort commun et collaboratif des logisticiens, des transporteurs et des consommateurs. Merci beaucoup pour cet échange hyper riche qui, j'espère, donnera des idées à toutes les personnes qui gèrent des entrepôts pour être plus performants d'un point de vue RSE. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la supply chain. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un autre invité passionnant. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.